tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo à destination de la prépa. J'ai eu l'idée de cette vidéo ce week-end quand je suis rentrée chez mes parents pour le week-end de Pâques. Je suis retombée sur des vieilles copies à moi, enfin des anciennes copies, puisqu'on m'a demandé des copies dans un peu toutes les matières, des copies de prépa et des copies de concours. J'ai toutes mes copies de prépa et j'ai récupéré certaines de mes copies de concours, alors pas toutes parce que pour 6 balles la copie on va quand même éviter, sachant qu'il y a 8 épreuves et que j'ai passé 2 années consécutives le concours. Je suis retombée notamment sur 2 copies. Le contraste m'a fait effet. Et je me suis dit que ce serait bien de vous montrer par 2 exemples concrets comment est-ce qu'on peut passer de littéralement 9 en début d'hypocagne en français à 19 au concours de l'ENS, toujours dans la même matière. Alors si ce format vous intéresse, j'en ferai dans d'autres matières, en histoire, en philo et peut-être d'autres matières également, mais j'ai trouvé que la progression la plus spectaculaire était vraiment celle que j'ai faite en français. C'est l'une des matières dans lesquelles je me sortais le mieux tout au long de l'année, aussi au concours. Je veux devenir professeur de français, donc tout ça est un peu lié. Je vais revenir sur ces 2 copies, les comparer étape par étape pour vous montrer ce qu'il y a à ne pas faire et ce qu'il y a à plutôt faire. Alors évidemment les sujets sont 2 sujets différents, 2 sujets à citation, mais là où en Cagne on a un programme limitatif d'œuvres et aussi une thématique, et là c'était en l'occurrence le récit bref, ce qui circonscrit quand même un peu plus les révisions et ce qui en même temps permet de mieux cerner le sujet et les enjeux. Là où en Hippocagne on n'a pas du tout de programme, donc on se perd dans nos références, on se perd dans notre apprentissage et on sait pas vraiment vers où veut aller le sujet. D'autant que là je sortais du lycée, j'avais jamais fait de dissertation de français. Et je voulais vous montrer en fait qu'en l'espace de 2 ans, on peut vraiment faire des miracles et évoluer de façon spectaculaire. Puisque là je regarde la date, donc ma copie d'Hippocagne date du 27 septembre 2018, ça remonte. Et ma copie de Cagne, ça date de juin 2020. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée du laps de temps qui s'est écoulé entre les deux. Alors ma copie d'Hippocagne vraiment m'a fait très mal au cul parce que je sortais du lycée où j'avais jamais eu une note en dessous de 10 et là je me tape un 9 sur 20, j'ai clairement remis tout en question. Alors, je me suis dit mais jamais tu peux, avec un 9 sur 20 en français, devenir prof de français. J'ai tout remis en question. 2 ans plus tard, j'apprends mes notes de l'ENS et là je vois qu'en français j'ai eu 19 sur 20 alors que tout au long de l'année j'ai pas dépassé le... Bon, j'avais des bonnes notes quand même en français mais je crois qu'en Cagne j'avais pas dépassé le 15-16. Gagner 10 points en l'espace de 2 ans, c'était une belle revanche. Vraiment, je crois que c'est une des notes qui m'a fait le plus plaisir, celle que j'ai eue en Cagne en français. Et vraiment, je me suis vengée et en même temps je me suis dit c'est là que tu vois le progrès. Gagner 10 points en 2 ans, c'est là que tu vois que ton travail il paie et c'est en relisant les 2 copies que tu dis aussi que ça paie. Trêve de bavardage et maintenant regardons un petit peu ce que ça donne dans le détail. Alors pour l'ENS, vous en doutez bien, j'ai pas eu d'appréciation puisqu'en fait les copies sont anonymes et on nous les rend pas, sauf si on les commande, si on décide de les commander. Par contre j'ai eu une appréciation avec ma copie d'Hippocagne, où j'avais eu 9 sur 20 je rappelle, et en plus au crayon de papier très mal gommé, elle avait mis 9 moins. C'était pas un vrai 9, c'était en fait plus un 8 mais un 9 qui pue quoi. En appréciation, alors si j'arrive à relire ce qu'elle écrit parce que franchement elle écrivait comme un médecin. Alors le premier mot je sais pas, mais progression du propos clairement maîtrisé, un effort d'analyse du sujet, mais il est très regrettable que vous en rabattiez les enjeux et une perspective limitée. En particulier, vous avez sous-estimé la notion de clé et plus généralement le paradoxe qui sous-tend la réflexion de Rousset. Ah, Rousset c'était l'auteur de la citation. Des références appropriées le plus souvent, accorder une importance décisive aux modalités de l'écriture. Ah oui, j'avais pas dû insister sur le style, la façon d'écrire et en quoi ça répondait au sujet. Ça, clairement, c'est l'erreur qu'on fait tous au début dans nos dissertations. On est trop évasif, on reste dans le thématique, on rentre pas dans le stylistique, dans vraiment l'écriture et les particularités d'écriture de chaque œuvre. Rédaction tout à fait convenable. Donc en vrai, l'appréciation, comme ça, hors sol, moi j'aurais jamais mis 9, j'aurais mis une meilleure note parce que l'appréciation elle est plutôt cool. Ça vaut un, je sais pas moi, un 12-13 ça, comme appréciation. Et là, un vieux 9. Je précise que cette prof était très sévère et que la meilleure note ce jour-là c'était un 13,5. Et que la majorité de la classe avait eu en dessous de 7. J'étais dans la moyenne, on va dire. Alors maintenant qu'on a passé cette merveilleuse appréciation, on va commencer par l'accroche. Déjà d'emblée, on voit qu'il y a un fossé entre les 2 copies. Je lis en premier toujours celle d'Hippocagne et puis après je vous lirai celle de fin de Cagne pour vous montrer la progression. Comment la lecture est-elle parvenue, au travers de simples pages et d'amoncellements de mots, à polariser l'engouement de génération? Pour la majorité, il s'agit d'un échappatoire, d'une échappatoire, j'ai fait une grosse faute, l'ouverture vers un tout autre paysage que celui
morne et terne du quotidien. Alors là, c'est typiquement le genre d'intro qu'il ne faut absolument pas faire. Le genre de généralité mais poussive avec un espèce de tentative de vieux style amoncellement, polarisé. Là j'avais essayé d'en mettre plein les yeux puis je me suis gaufrée avec une échappatoire que j'ai mis en échappatoire. Vous voyez bien que cette amorce elle est nulle parce qu'en fait elle est trop générale. Et surtout elle ne veut absolument rien dire, elle dit juste que la littérature, eh bien ça attire l'attention des gens. Vous savez c'est le genre d'intro qu'on vous dit d'éviter en philo de tout temps les hommes, et ben là c'est exactement pareil. Ne faites jamais de généralité en amorce, plus c'est précis et plus ça vous vaudra de points, véritablement. Il faut montrer que vous maîtrisez le propos. Là tout ce que j'ai réussi à faire c'est à montrer que je ne maîtrisais ni le propos, ni l'orthographe. Franchement, commencer comme ça, c'est pas ouf. En revanche, je note l'effet de style commencer par une question. C'est pas mal, ça permet d'accrocher. A contrario, on va lire celle de Cagne, qui est cette fois-ci beaucoup plus précise parce qu'elle s'appuie sur une citation. En plus une citation référencée, référencez toujours vos citations, et une longue citation. Une citation qui en plus va dans le sens du sujet. Évidemment, il faut que ça ait un lien, il faut faire un lien entre votre amorce et le sujet, parce que sinon votre amorce est hors sujet et elle sert strictement à rien. Je me rappelle de cette citation parce que je l'avais déjà testée dans un DS au cours de l'année. Quand vous êtes en Cagne et que vous avez un programme, utilisez les DS que vous avez tout au long de l'année pour tester vos références et voir si vos paragraphes argumentatifs ou vos amorces fonctionnent. En fait, j'avais casé cette amorce, je crois, lors des premiers DS et j'avais eu une des meilleures notes grâce notamment à cette amorce qui avait été particulièrement appréciée. Donc je me suis dit, ah celle-là, il faut vraiment que je la retienne si j'arrive à la caser le jour du concours. Et ben bingo, j'ai réussi. Et franchement, cette amorce, j'en ai même encore des mots dans ma tête parce que j'avais vraiment appris par cœur et j'avais trouvé toute seule dans un livre. J'avais pas repioché dans le cours du prof ce que je fais généralement et ce que les élèves font généralement. Je vous lis le début de cette copie. Dans Histoire de la littérature française, le critique Gustave Lançon dresse un portrait élogieux du novelliste Prosper Mérimée. Il sait faire 20 pages là où les romantiques s'évertuent à souffler un volume. Quelle plénitude dans cette brièveté! Un paysage est complet en 5 ou 6 lignes et les personnages définis par une action caractéristique que l'auteur a su choisir en faisant abstraction du reste. Oui, j'avais appris ça par cœur et c'était au mot près, aujourd'hui j'en serais incapable. Vraiment mon cerveau est atomisé. Il y a un énorme fossé. Là on est dans la généralité, dans la banalité, dans le propos qui ne veut rien dire, et là on est dans la précision, on est dans la référence, donc toujours pour vos citations au minimum le nom de l'auteur, et c'est encore mieux si vous avez le nom de l'ouvrage dont la citation est extraite. L'année de publication c'est encore mieux. Alors maintenant on va voir la partie donc lien avec le sujet. Est-ce que j'ai bien fait le lien entre l'amorce et le sujet à l'étude? En Hippocagne, c'est en partie l'idée que semble partager Jean Rousset dans son ouvrage Forme et signification, essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel. Pour le coup, je l'ai fait, le lien il est fait, mais il est hyper artificiel parce que en fait j'ai appliqué à Jean Rousset des propos d'une banalité sans nom. Je l'ai nuancé en disant c'est en partie l'idée que semble partager. Utilisez toujours des mots d'eau comme ça, des sembler, paraître, un petit peu nuancer le propos. Alors comment j'avais fait en Cagne? J'avais fait la plénitude, l'impression que donne le récit bref d'être complet, dense et achevé, semble être, toujours ce semble. Pour Catherine Graal dans Le sens de la brièveté, une constituante de cette forme littéraire sans pour autant être la seule. Puis après j'avais mis la citation. On voit que le lien il est bien mieux fait parce qu'en fait on reprend des éléments constitutifs de l'amorce, puisque là il y a une amorce qui a une constitution, pas comme dans ma copie d'Hippocagne, et ces éléments on les rapproche au propos de la citation qui est à analyser. Toujours faites des liens avec des concepts, des notions clés. Par exemple la plénitude, le récit bref, le complet, dense, achevé, font la charnière entre l'amorce et la citation. Alors maintenant on va voir comment est-ce que j'ai introduit et analysé le sujet. Donc en Hippocagne, c'est dans l'introduction qu'il pose les bases de ce qu'est pour lui la lecture et l'œuvre littéraire, à savoir, je cite, « Qu'entrer dans une œuvre, c'est changer d'univers, c'est ouvrir un horizon. L'œuvre véritable se donne à la fois comme révélation d'un seuil infranchissable et comme pont jeté sur ce seuil interdit. » Fin de citation. Et donc là j'analyse. La littérature ouvrirait donc les portes d'un nouvel espace réprimé par la tangibilité du présent. Recopier le reste de la citation était énorme. Un monde d'eau se construit devant moi, mais une porte s'ouvre qui fait partie de la construction. L'œuvre est tout ensemble une fermeture et un accès, l'avènement d'un ordre en rupture avec l'état existant, l'affirmation d'un règne qui obéit à ses lois et à sa logique propre. Ainsi la réflexion de Rousset va plus loin. L'œuvre véritable n'offre pas seulement un nouveau monde, mais est en totale rupture avec l'état existant. Donc là j'avais quand même repris des mots de la citation pour les expliquer. Ce qui existe, le réel matériel du lecteur. Pour lui, l'œuvre littéraire semble être une véritable reine
qui s'impose et bouscule les règles du réel. La citation était très longue, mais c'est pas pour ça qu'il faut totalement éviter de commenter. Clairement, le recopiage de la citation dans ma copie d'Hippocagne a pris plus de place que l'explicitation des termes du sujet. Là, il y a clairement pas d'analyse du sujet. J'ai analysé en 2 lignes une partie de citation qui faisait 4 lignes. Vous vous rendez bien compte qu'il y a juste... c'est pas possible quoi. On peut pas réduire la moitié de la citation à la littérature ouvrirait donc les portes d'un nouvel espace réprimé par la tangibilité du présent. En plus, ça ne veut strictement rien dire à la fin. Donc quand vous relisez, si vous comprenez pas vos propres propos, posez-vous les bonnes questions. À cette époque-là, je ne relisais pas assez. En revanche, donc dans mon sujet de Cagne, si le récit bref se caractérise par un univers diégétique stable, borné par une forme complexe de subjectivité, il inclut aussi l'expression d'une absence qui grève son apparente complétude et qui se traduit fréquemment par une impression de frustration chez le lecteur. Et là donc j'analyse. D'emblée, Ségral oppose l'apparente complétude du récit bref à l'expression d'une absence, signe d'une incomplétude. Le récit bref serait en tension entre achèvement et inachèvement, instabilité du sens et efficacité de la forme grâce à sa force de condensation. Cette distinction, relativement usuelle pour qualifier le récit bref, se double d'un élément plus singulier, une forme complexe de subjectivité qui circonscrit, guide, oriente le récit bref dans sa complétude. Là déjà, l'analyse est plus épaisse, elle prend plus de place que la citation. Il y a également des concepts de littérature, donc achèvement, inachèvement, instabilité du sens, efficacité de la forme, condensation, tout ça, ça vient expliquer le propos, le développer et introduire des véritables problématiques thématiques littéraires. Alors maintenant, on va rentrer dans la problématisation. Alors qu'est-ce que j'appelle problématisation? C'est la mise en problème, c'est ce qui amène progressivement à la problématique, à la question à laquelle vous allez répondre dans votre développement. Cette problématique, elle doit pas tomber comme un cheveu sur la soupe, mais elle doit être amenée par un ensemble de questionnements, d'interrogations qui découlent de votre analyse du sujet. Alors, vous voyez, dans ma copie d'Hippocagne, il n'y a en fait pas de problématisation. On arrive directement à la problématique et si je compte les lignes où je fais véritablement une analyse du sujet, il n'y en a pas plus de 4. C'est très pauvre en analyse, là il n'y a pas d'analyse, clairement il n'y a pas d'analyse et on comprend pas trop le sens de la problématique. On a bien compris qu'il y a une idée de rupture entre le réel et la littérature, ça ne circonscrit pas tous les aspects du sujet. Alors en revanche, il y a une problématisation dans ma copie de Cagne, là on rentre vraiment dans une analyse un peu plus solide. Doit-on comprendre uniquement la subjectivité de l'auteur, ou bien le lecteur joue-t-il aussi un rôle? Il semble ici plutôt soumis à une impression de frustration produite par l'incomplétude du récit bref, ce qu'appuie la seconde partie du propos de Christine Grahl. Chaque auteur crée en effet une tension entre, d'une part, une écriture pleine, approfondissant le champ défini initialement, et d'autre part, un vide qui s'ouvre dans les attitudes des personnages, dans la parole narrante et dans l'écriture nourrie de suspension. Donc là, je rentre dans l'analyse une nouvelle fois, analyse problématisée. L'auteur apparaît à la fois maître de la complétude du récit bref, mais aussi créateur de son incomplétude, et le lecteur n'en serait que le récepteur passif, en proie à la frustration. Cependant, le sens de la brièveté, en tant que titre de l'ouvrage dont est extraite la citation, ne serait-il pas aussi remis au lecteur qui, loin d'être seulement récepteur de la complétude ou de l'incomplétude du récit bref, en serait l'acteur, habile à en compléter les membres. Vous voyez ici on est déjà dans une question, dans un questionnement, une interrogation qui ne constitue pas la problématique. La problématique, je l'amène ensuite. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je reprends des termes de la citation, ce que je faisais également dans ma copie d'Hippocagne, mais je les reprenais mais je les expliquais pas. J'ai repris œuvre véritable, mais j'ai jamais expliqué ce que ça voulait dire œuvre véritable. J'ai repris Nouveau Monde, c'est pareil, j'ai pas expliqué ce que ça signifiait. Rupture, état existant. Il y a juste, si état existant, c'est ce qui... J'ai mis ce qui existe, le réel. C'est de la paraphrase. On n'explique pas un mot en utilisant un mot de la même famille. C'est typiquement en fait les erreurs qu'on fait au lycée quand on apprend la dissertation. On voit clairement ici que c'est une copie dilettante, hein, clairement. Dans ma copie de Cagne, je reprends donc des termes de sujet, frustration, je reprends même le titre de l'ouvrage dont est extrait la citation, le sens de la brièveté, et je l'explique, je m'en sers. Des fois, les titres d'ouvrages aussi sont intéressants. Et j'introduis déjà une interrogation préalable à ma problématique qui va l'amener, cette problématique. Alors maintenant on va passer à la problématique. Alors dans ma copie d'Hippocagne, mais la littérature forme-t-elle nécessairement une rupture fondamentale avec le réel? Entrer dans une œuvre littéraire exige-t-il l'intransigeance d'un oubli total de sa propre réalité pour se laisser guider à travers la construction d'un nouvel univers? Réalité et littérature ne pourraient-ils collaborer? Ici c'est une problématique en 2 questions, donc la seconde elle est un peu inutile et je dirais dans l'ornementation, l'idée d'opposer 2 concepts comme ça, réalité et littérature. Alors c'est super important et intéressant
intéressant à faire les oppositions conceptuelles en littérature comme en philosophie, et surtout en philosophie. Mais ici en fait elle vient juste répéter ce qui a été dit dans la longue question que je viens de lire juste avant. Malheureusement, ma problématique n'englobe pas tous les enjeux du sujet à traiter et elle se focalise juste sur la rupture entre réalité et littérature. En revanche, en Cagne, la tension entre complétude et incomplétude qui semble caractériser le récit bref résulte-t-elle toujours de la subjectivité de l'auteur? Le lecteur n'a-t-il pas aussi un rôle herméneutique et heuristique à jouer? La frustration ne guide-t-elle pas vers la liberté d'interprétation, le plaisir dans la suspension? C'est une longue problématique également qui pose plusieurs questions en une, mais ici on a envisagé tous les aspects du sujet et on ne s'est pas focalisé juste sur une thématique, des oppositions conceptuelles bien maîtrisées, complétude, incomplétude, subjectivité de l'auteur, subjectivité du lecteur, rôle herméneutique, heuristique, alors là c'est pas une opposition mais c'est une relation conceptuelle, puis la notion de frustration et celle d'interprétation liée à la suspension et au plaisir de la lecture. Donc ici c'est vraiment une problématique littéraire parce qu'on a des concepts littéraires qu'on retrouvait pas vraiment dans la problématique en Hippocagne. On avait juste œuvre littéraire et puis éventuellement réalité. Veillez à faire une problématique qui soit littéraire, qui soit pas philosophique. Là on tendait plus dans le philosophique dans ma copie d'Hippocagne, ce qui est souvent l'écueil, alors qu'elle est véritablement littéraire et adapté au sujet dans le cas de ma copie de Cagne. Maintenant on va passer à l'annonce de plan. Alors en Hippocagne, dans un premier temps, il apparaît évident que l'œuvre littéraire représente l'accès à des mondes pluriels, éloignés du commun de la réalité, vers la diversité et l'originalité. Néanmoins, l'œuvre littéraire ne peut que se détacher partiellement de cette réalité. Cette rupture ne serait-elle pas moins prononcée? Finalement, l'œuvre n'est-elle pas plutôt un pont jeté entre réalité et renouveau? Je ne fais que par plan dialectique, j'arrive pas à faire autrement. Thèse, antithèse, synthèse avec une illustration dans un premier temps. La troisième partie elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et elle fait clairement troisième partie mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire en troisième partie, il faut pas faire oui, non et peut-être en troisième partie ou un espèce de mélange tiédasse entre le grand 1 et le grand 2 et moi c'est clairement ce que j'ai fait, entre un pont jeté entre réalité et renouveau, mais vraiment je me suis prise pour une écrivaine quand j'ai fait ce truc là. Je me rappelle de mon état d'esprit pendant la composition, j'étais tellement fière d'avoir eu mon bac avec mention très bien, que je me sentais plus pissée. Et du coup, franchement, j'en faisais des caisses, mais ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Enfin, ça vaut 9 quoi. Alors maintenant, si je me penche sur mon plan de Cagne, si le récit bref se caractérise par une apparente complétude, donc je reprends les mots du sujet dans mon plan, là il y a plus de cohérence déjà. Borné par la subjectivité de l'auteur, guide du récit, l'auteur se fait aussi créateur de l'incomplétude du récit bref, propre à susciter la frustration chez le lecteur, mais cette forme complexe de subjectivité, si elle est complexe, ne peut provenir de l'auteur, elle s'incarne aussi au travers du lecteur et de sa réception. La mimésis 3 de Paul Ricoeur dans Temps et récit, un moment d'interprétation où l'incomplétude du récit bref est complétée par la recherche du lecteur. Non seulement, donc on a un plan dialectique bien organisé puisqu'il répond au sujet, avec une illustration d'abord, puis ensuite une espèce d'antithèse. Ensuite, on a vraiment un grand 3 solide qui introduit la notion de lecteur et en plus avec une référence théorique, je crois que c'est une des seules fois où j'ai mis une référence théorique dans mon annonce de plan. Bah là franchement, terminer là-dessus, ça fait mouche clairement, n'hésitez pas aussi. L'annonce de plan prend plus de place, le sujet est mieux exploité, le plan répond au sujet, donc c'est ce qu'il faut faire. Alors ensuite, on va analyser un paragraphe argumentatif, enfin une annonce de grande partie et un paragraphe argumentatif. Je vais pas analyser les 12 pages en entier, mais pour chaque catégorie, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. D'abord, les annonces de grande partie. Ce qu'il y a de bien dans ma copie d'Hippocagne, c'est que même si je ne savais pas faire de dissertation, j'avais quand même appliqué la méthode de la prof. Ça, je dirais, ça a toujours été un de mes points forts, c'est que tout de suite, je m'approprie très vite les méthodes, j'arrive à les systématiser. Donc toujours, il faut que vous ayez cette phrase ou ces quelques phrases qui annoncent votre grande partie avant de rentrer dans les paragraphes argumentatifs, dans les sous-parties. Ça donnait dans ma copie d'Hippocagne. Dans un premier temps, l'œuvre littéraire s'impose telle une reine, établissant son règne au travers de ses lois et sa logique propre. Elle nous
happe hors du réel pour nous mener dans son royaume où elle semble tout contrôler, tout maîtriser, s'écartant de toute réalité. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai repris des termes du sujet, des expressions du sujet. Et ce qu'il y a de moins bien, c'est que je pars dans du blabla qui n'est pas du blabla dissertatoire, hein, clairement. Son royaume où elle semble tout contrôler, tout maîtriser, s'écartant de toute réalité. On dirait que je suis dans un livre épique là. Non, c'est pas ça qu'on attend d'une dissertation. Encore une fois, j'ai voulu écrire un livre alors qu'il s'agissait d'écrire une dissertation. Mais cela dit, l'idée est amenée et on a bien l'articulation logique dans un premier temps. C'est pas trop mal pour la méthodologie. Pour la copie de Cagne. Dans la lignée du propos de Gustave Lançon, Ségral propose une définition du récit bref qui repose sur son apparente complétude, un univers stable borné par une forme complexe de subjectivité propre à approfondir le champ défini initialement grâce à une écriture pleine. Ce qu'il y a de bien, encore une fois, c'est que je reprends des termes du sujet, mais je le fais peut-être un peu trop. Parce que là, il y a quasiment que des termes du sujet. Bon, j'annonce l'idée, hein, il ne s'agit pas ici d'avoir une réflexion très approfondie. Vous voyez qu'ici, on voit que je suis plus à l'aise avec la dissertation parce que j'ai pas besoin d'avoir cet énorme connecteur logique dans un premier temps. J'introduis directement le propos par la reprise du lien entre mon amorce et le sujet. Hein, je reprends Gustave Lançon et puis Catherine Graal. Alors maintenant on va rentrer donc dans la première sous-partie de la première grande partie et c'est le seul paragraphe argumentatif que j'analyserai hein, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Dans ma copie d'Hippocagne, tout comme dans ma copie de Cagne, j'ai fait 3 parties et 3 sous-parties. Pour moi c'est l'archétype de la dissertation, je m'efforce toujours de faire ça. Il y a peut-être 1 ou 2 dissertations que j'ai faites en prépa où il n'y avait pas de chiffre sacro-saint de 3, 3, 3. Ne cherchez pas à faire de 3e sous-partie si vous n'en avez pas. N'allez pas pondre un truc qui est bancal et qui n'est pas en accord avec le sujet. Et dans la même mesure, si vous avez 4 arguments plutôt que 3, n'hésitez pas à en mettre 4. Bon, il faut pas faire ça à toutes les parties et faut pas non plus abuser au-delà de 4, ça fait beaucoup trop. Voilà, c'est pas rigoureux, mais moi j'aime la rigueur, donc j'aime faire 3, 3, 3 à chaque fois. Alors, on rentre dans le paragraphe argumentatif, donc sous-partie 1 de la première partie dans ma copie d'Hippocagne. L'incipit d'un roman remplit cette fonction d'immersion au sein de l'œuvre et établit le contact avec un lecteur inscrit dans le réel. Il a pour but de le transporter d'un monde à l'autre. L'incipit de la princesse de Clèves, progressif, avec une description méticuleuse et précieuse de Madame de Lafayette, nous plonge au cœur de la société de cour sous Henri II. Les décors, costumes et mœurs y sont retranscrits avec des hyperboles et superlatifs, érigeant devant nous un univers de faste et de grandeur. Dans un tout autre registre, l'incipit in medias res de Camus dans L'étranger, aujourd'hui Maman est morte, nous propulse dans la pensée sombre de son narrateur et nous coupe brusquement de notre réalité. C'est une sous-partie que je trouve extrêmement courte. Les arguments sont pas trop mauvais, ils sont même plutôt bons, mais malheureusement ils ne sont pas assez développés, les exemples sont juste effleurés et surtout celui de L'étranger. D'ailleurs la prof avait rajouté comment, parce qu'elle voulait sûrement que je développe. On a une toute petite citation, aujourd'hui Maman est morte, de bien aussi des mentions précises d'effets de style, hyperbole et superlatif. On a également des mentions de thématiques, hein, décors, costumes et mœurs, la cour de Henri II. Donc là on voit qu'il y a quand même une maîtrise minimale de l'œuvre. Ça c'est plutôt pas mal, en revanche les exemples sont absolument pas assez développés, en particulier celui de L'étranger, mais ça s'explique par le fait que je n'avais pas lu le livre à cette époque-là. Je vais vous montrer ce que ça donne, un paragraphe argumenté avec des œuvres maîtrisées. Là je dis juste une sous-partie me prenait un tiers de page, alors que dans ma copie de concours, une sous-partie me prend 1 page. C'est pas la quantité qui fait, mais c'est la qualité. Oui, mais si vous voulez qu'il y ait un minimum de qualité dans vos exemples, en tout cas, il faut savoir les développer et les développer avec précision. Alors j'ai oublié de préciser que la quantité ne rime pas avec la qualité et pour preuve, j'avais fait 12 pages avec ma copie d'Hippocagne et j'ai fait la même chose, enfin 13 pages, mais en vrai ça fait 12 pages sur une copie de concours, le jour du concours. Donc comme quoi,
ça ne veut strictement rien dire. Le récit bref semble d'abord reposer sur un univers diégétique stable, borné. Alors ici, vous voyez, je reprends des éléments du sujet, chose que je n'ai absolument pas faite en Hippocagne, et c'est pour ça que j'ai pas traité l'ensemble du sujet. Si vous ne reprenez pas des mots du sujet, vous risquez de faire du hors-sujet. En fait, reprendre des mots du sujet, c'est vous assurer de ne pas tomber dans leur sujet. La diégèse, l'histoire dans un récit bref, est souvent simple, organisée autour d'un événement choisi, sans circonvolution et digression, ce qui marque sa stabilité. Le tout est borné, dirigé vers sa fin, circonscrit dans un univers clos. Goethe, dans Conversation avec Eckermann, définit ainsi la nouvelle. Une nouvelle est-elle autre chose qu'un événement inouï qui a lieu? Cet événement inouï, unique et choisi, est caractéristique des nouvelles de Maupassant qui, s'inspirant de l'art de la chronique et du fait divers, fait correspondre chaque nouvelle à un événement ponctuel. Dans La Maison Tellier, l'action se déroule sur une journée. Nous suivons le parcours de prostituées qui se rendent à la communion de la nièce de la tenante de la maison close. Au soir, les filles retournent à leur travail après avoir approché une sorte d'extase lors de la messe. L'esthétique du comble de Sylvia Torel participe à renforcer l'effet de boucle qui se dessine lors de l'explicite de la nouvelle et du retour à la maison, au quotidien, au banal. Les derniers mots du récit, ce n'est pas tous les jours fait, marquent à la fois la clôture narrative de la nouvelle et sa clôture sémantique, signe d'un retour au calme après l'intensité de l'événement. Cet effet de boucle, d'achèvement, est caractéristique de la structure très marquée du récit bref, dont la fin semble pensée par une forme complexe de subjectivité, autoriale, dès le début. C'est en ce sens que Charles Baudelaire, dans Notre Nouvelle sur Edgar Poe, affirme « Si la première phrase n'est pas orientée en vue de préparer cette impression finale, alors l'œuvre est manquée dès le début. » La banalité retrouvée à la fin de La Maison Tellier est en effet esquissée dès les premiers mots de l'Incipit. On y allait tous les soirs vers 11h comme au café simplement. L'imparfait itératif couplé à la comparaison à un lieu commun place la nouvelle dans un univers quotidien bousculé par un événement inouï avant le retour au calme. La forte structure du récit bref lui confère donc sa complétude. Et là, on a l'impression que j'ai fait une dissertation entière alors qu'en fait, il s'agit juste d'une sous-partie synthétique et développée. Alors déjà, ce qui frappe, c'est qu'on a non pas une, non pas deux, mais une multiplicité de références qui sont toutes très bien exploitées. Et on a deux types de références, chose qu'on n'avait pas dans la copie d'Hippocagne, des références littéraires, donc sur les œuvres au programme, et des références théoriques. Les références théoriques sont diverses, on a d'abord Goethe, et puis on a également Charles Baudelaire, et également un concept de Sylvie Torel. Vous vous doutez bien, toutes ces choses-là viennent de mon cours, que j'avais appris par cœur évidemment, mais elles apportent réellement quelque chose à la dissertation, au propos, et surtout elles viennent appuyer l'exemple littéraire que je développe, qui est celui de Maupassant avec La Maison Tellier. Alors contrairement à ma copie d'Hippocagne, ici je ne développe pas deux exemples littéraires, mais j'en prends un seul. Par contre celui-ci je vais le développer et je vais l'étirer à fond. Je prends plusieurs passages dans cet exemple, à la fois un extrait de l'Incipit que je cite avec précision, et d'un autre côté je fais une remarque cette fois-ci plus générale sur l'ensemble de la nouvelle, et je montre par contre que je la connais très bien. Alors si je ne fais pas de citation précise, en revanche je mentionne des éléments précis. Par exemple, la nièce de la tenante de la maison close. L'action se déroule sur une journée, puis le parcours de prostituées. Les filles retournent après à leur travail. Et je ne me contente pas de décrire ce qui se passe dans la nouvelle, mais je le traduis en termes littéraires, en termes d'analyse, de réflexion. J'introduis des concepts littéraires, par exemple, effet de boucle, explicit. Je cite aussi l'explicit avec précision, vous voyez ici il y a deux citations. Clôture narrative, clôture sémantique, intensité de l'événement, structure très marquée. Et tout ça, je le relie encore une fois au sujet. On a clairement tous les éléments qui font d'un paragraphe argumenté un bon paragraphe argumenté, avec également un mini bilan, une mini conclusion. La forte structure du récit bref lui confère donc sa complétude. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en faire
trop. Une phrase ou deux phrases très simples permettent de récapituler ce qui a été dit dans la sous-partie et de montrer son lien avec le sujet originel. Alors je vais maintenant vous montrer un exemple de transition dans les deux copies. Donc transition, c'est entre les premières et deuxième grandes parties, enfin c'est entre les grandes parties, donc il y en a une à la fin de la première grande partie et une à la fin de la deuxième grande partie. Il n'y en a pas à la fin de la troisième grande partie parce qu'il y a la conclusion qui arrive juste avant. Donc la partie qui arrive avant la conclusion, pas de transition. La transition que j'avais faite dans ma copie d'Hippocagne, alors déjà je l'avais pas séparée dans la troisième partie par un retour à la ligne et par un alinéa, donc ça c'est pas très bien. Ma transition elle est pas vraiment apparente parce que je l'ai collée en fait tout simplement à ma sous-partie 3, ce qui est pas excellent. L'auteur a le pouvoir de nous écarter du présent, de l'instant, vers d'autres horizons apparemment inatteignables. Mais cela suppose-t-il une totale rupture avec le réel ? Y a-t-il un seuil infranchissable entre littérature et réalité ? Ce qui est bien, c'est qu'ici j'ai repris une expression du sujet, donc là pour le coup ça permet d'éviter le hors-sujet, ce dans quoi je ne suis pas tombée, mais j'ai pas assez analysé le sujet, j'ai pas traiter tous les plans du sujet. Je pose ça sous forme de questions, alors ça c'est intéressant parce que ça permet d'interroger plutôt que d'opposer systématiquement deux visions et de faire un plan schématique thèse-antithèse. En fait l'antithèse elle doit plutôt être une nuance. En fait c'est pas un oui-non mais c'est un oui-mais si vous voulez. Ici malheureusement la transition est encore une fois un peu courte, un peu réductrice et elle ne permet pas d'explorer complètement le sujet. Transition dans ma copie de Cagne. Donc là pour le coup j'avais vraiment séparé la transition du reste, on la voit, elle est vraiment lisible, elle fait d'ailleurs 5 lignes. Le récit bref, ainsi guidé et mis en forme par la subjectivité de l'auteur, complexe, serait synonyme de complétude et d'achèvement. Une unité indépendante et finie. Cependant, le propos de Catherine Graal suppose que l'auteur crée aussi une tension entre complétude et incomplétude, une incomplétude propre à susciter la frustration du lecteur. Même logique, c'est-à-dire qu'on récapitule ce qu'on a dit et ensuite on introduit ce qui va se dire après, avec une opposition marquée par le connecteur logique d'opposition cependant. Et ce qu'il y a de mieux qu'il n'y avait pas dans ma copie d'Hippocagne, c'est encore une fois des concepts littéraires. Subjectivité de l'auteur, complétude, achèvement, incomplétude, frustration, lecteur. On va passer à la dernière étape, la conclusion. Alors, la conclusion de ma copie d'Hippocagne. Ainsi, l'expérience première d'une œuvre semble être le révélateur et l'accès à un monde nouveau, en rupture totale avec le monde réel qui peuple d'interdits la littérature. Invraisemblance, absurdité, pathétisme sont autant de mots ou mots, j'avais fait un jeu de mots, attention, entre MAUX et MMOTS, que le réel rationnel attribue à l'art littéraire. Mais sont-ils pour autant si éloignés que cela ? Si l'auteur vit dans le réel, il en calque nécessairement des éléments. Il peut déjà même vouloir représenter ce monde déjà existant, plutôt que de souhaiter en créer un autre, et même réfléchir à son propos. L'œuvre littéraire n'est pas nécessairement tournée vers le neuf, vers la rupture, mais il existe bel et bien un intérêt pour ce qui est déjà, puisqu'il s'agit du seul véritable monde dans lequel nous évoluons. Finalement, l'œuvre littéraire ne peut se réduire à un créateur despotique n'obéissant qu'à ses propres règles, elle en est aussi un lien entre l'auteur et son lecteur, entre l'auteur et l'art d'écrire, entre l'auteur lui-même et surtout un lien singulier et indéfectible entre le réel et un monde de création, un tout autre univers. Là, clairement, ma problématique, elle était assez artificielle puisque j'y réponds pas vraiment dans ma conclusion. Encore une fois, il y a tout un tas d'effets de style qui sont inutiles et qui sont pas à faire dans une dissertation. Une dissertation, ça doit vraiment être clair, net et précis. On cherche pas à avoir un style, on cherche pas à être un écrivain. Il faut que ce soit fluide et pas plein de trucs despotiques, peuple d'interdits. Puis la fin de la conclusion, c'est ce qui me choque le plus, c'est qu'en fait là on s'éloigne vraiment du sujet. On parle de l'auteur, du lecteur, dans une réflexion encore une fois très générale, très convenue sur la littérature qui en fait ne répond pas vraiment aux enjeux posés par le sujet, ou du moins pas assez précisément. Alors je rappelle que les fonctions de la conclusion, c'est d'une part de récapituler votre raisonnement, et d'autre part de répondre à la problématique initiale. Ce qui est bien, c'est qu'ici j'ai pas fait d'ouverture, j'ai pas tenté d'ouverture. En français, j'avais ma prof de Cagne et de Cube, enfin c'était la même prof, qui nous disait en dissertation française, ne faites pas d'ouverture, elles ne sont jamais bonnes. Ça c'est en prépa, c'est pas forcément valable pour le lycée, parce que le lycée, dans la mesure où votre œuvre s'inscrit dans un parcours, vous pouvez éventuellement faire des liens avec une des œuvres dans le parcours, pas en prépa. Alors je vais maintenant lire la conclusion que j'avais faite en Cagne. Le récit bref semble donc bien trouver sa place entre complétude et incomplétude, fruit de la subjectivité de l'auteur. La complétude d'un univers diégétique stable, l'achèvement d'une écriture pleine,
permettent d'approfondir le champ du récit car la brièveté est efficacité et recherche de profondeur. Mais le récit bref est aussi absence et incomplétude. Son cadre resserré présente un vide quant à son intrigue, son instance narrative, son écriture. Cependant, cette écriture nourrie de suspension, nous aurions tort de ne la comprendre qu'en termes de frustration, car elle permet d'ouvrir les possibles lors de la réception, plutôt que d'enfermer le lecteur dans une ligne interprétative. La forme complexe de subjectivité qui borne le récit bref est certes d'abord celle de l'auteur, mais aussi celle du lecteur qui complète l'incomplétude du récit bref. Le sens de la brièveté n'est-il pas justement, par sa dimension inachevée, tronquée, suspendue, de laisser libre cours aux interprétations. Ici, encore une fois, on reprend des mots du sujet, donc c'est très bien pour faire le pont entre ce qui a été posé en intro et le résultat d'une démarche argumentative. Ensuite, on a repris les éléments principaux et on a bien répondu à la problématique en reprenant les mots qu'il y avait dans la problématique, toujours. Ce qu'il y a de pas trop mal pour la fin, enfin moi j'aime bien, mais c'est de laisser une petite question pour suggérer une réflexion. Donc ici j'ai été un peu plus subtile, je dirais, que dans ma copie d'Hippocagne, j'ai tenté une espèce d'ouverture. Voilà pour la comparaison de ces deux copies, j'espère que ça aura pu vous être utile, que vous avez pu voir un petit peu les différences et comment on pouvait progresser en dissertation. Ce qui m'a frappé entre ces deux copies, surtout, c'est l'expression, qui est beaucoup plus maîtrisée, précise et littéraire et conceptuelle et argumentative dans ma copie de Cagne. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est surtout le développement des exemples. La copie d'Hippocagne, ça manquait clairement de consistance, j'ai même relu l'intégralité de la copie, vraiment il y a des moments où je faisais des allusions à des œuvres en une phrase, c'était absolument pas développé, absolument pas creusé, et maintenant je comprends pourquoi j'ai eu 9, à l'époque j'avais pas compris, mais là clairement il n'y a pas photo. C'était aussi pour vous montrer cette vidéo qu'il y a vraiment de l'espoir, qu'on peut progresser très vite, qu'on peut partir de rien et arriver à quelque chose qui se rapproche du tout. Parce que bon, la perfection n'existe pas, mais passer de 9 à 19, c'est possible. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.